Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous demander comment se forme le magma dans ces zones de divergence. Alors, vous avez à la page 219 du livre un schéma qui est en 3 dimensions. Alors, inutile de retenir un schéma en 3 dimensions. Par contre, à la fin des dorsales lentes, il faudrait mettre ce schéma et avec toutes ces annotations. Évitez d'écrire à l'intérieur, plutôt à l'extérieur. Donc, petit 2, l'origine du magmatisme. On a ici, à la page 208, une carte mondiale du flux géothermique mesuré à la surface de la Terre. On a déjà parlé de ces flux thermiques dans le paragraphe précédent. Vous voyez ici que le flux est très élevé au niveau des dorsales. Les valeurs les plus fortes sont uniquement au niveau des dorsales, donc on peut le noter. Il est supérieur à 200 mégawatts par mètre carré. Et si on regarde ici une tomographie sismique en dessous d'une dorsale, donc elle est ici la dorsale, vous voyez que de la même façon, ça conduit à une anomalie négative de vitesse, puisque vous savez que si les roches sont chaudes, elles sont moins rigides et donc elles conduisent moins vite les ondes sismiques. Donc la vitesse de propagation des ondes sismiques est négative. On a ici un document qui nous montre un logiciel qui permet de comprendre comment sont construits les graphiques de température, les graphiques pression-température. Alors attention, la pression correspond à la profondeur et donc est toujours mise de ce côté-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de la température en fonction de la profondeur, même si ça n'est pas écrit dans le haut. Parce que de la profondeur, c'est plutôt vers le fond. Donc on représente toujours les graphes de cette façon en géologie, pour la structure du globe. Et donc ce type de graphique, c'est ce que vous devez connaître, enfin savoir utiliser plutôt. Ce qui est intéressant, c'est 2 lignes en particulier, la ligne de solidus et la ligne de liquidus. C'est tout simplement des mots latins qui veulent dire que à gauche de cette ligne, tout est à l'état solide dans le globe, quelle que soit la température et la pression, donc dans toute cette zone. À droite de cette ligne, on n'est pas encore arrivé au liquidus. Il y aura ce qu'on va appeler la fusion partielle, donc une partie de liquide dans du solide, et au-delà, mais c'est des conditions qui ne sont jamais réalisées, on aura la totalité de liquide. Donc on peut noter ici que la divergence provoque une remontée de la péridotite. De ce fait, son solidus est franchi par diminution de la pression, mais à température constante. On est ici, on se déplace dans ce sens-là. Il y a alors fusion partielle. Très important, ce n'est pas une fusion totale, mais une fusion partielle. Donc on est passé de l'état solide à l'état solide plus liquide. Le magma formé va poursuivre sa remontée jusqu'à ce qu'on appelle une chambre magmatique, qui se trouve au-dessus du mot qu'on a envisagé dans le paragraphe précédent. Et au niveau de cette chambre magmatique, des roches vont pouvoir se solidifier et d'autres pouvoir poursuivre leur trajet et subir une éruption. Donc une partie cristallise en profondeur, lentement, formant des gabbros, que vous connaissez déjà. C'est cette roche dont on voit les cristaux à l'œil nu, une roche crenue. Et à l'inverse, une partie s'infiltre jusqu'en surface et refroidit brutalement au contact de l'eau. L'eau est à 0 degré. Donc évidemment, le magma qui arrive à 1200, peut-être 1000 degrés à ce moment-là, subit un choc de température énorme
et ils forment ces coussins qui sont une croûte solidifiée comme pour le pain, et puis en dessous ça reste en fusion et quelquefois ça pousse au-dessus, ça forme un nouveau coussin comme on l'a vu dans la vidéo d'accroche. Vous avez ici les compositions chimiques du basalte et du gabbro qui sont vraiment extrêmement ressemblantes. La seule chose qui change, c'est la structure de la roche que vous allez observer en TP. Structure microlithique, donc plein de petites baguettes qu'on appelle des microlithes de différents minéraux, mais notamment de plagioclase, et quelques gros minéraux qu'on appelle des phénocristaux, mais rares, alors qu'ici, on a une structure grenue, pour le gabbro, avec des cristaux qui sont jointifs, c'est-à-dire qui sont collés les uns aux autres, aucun trou, tout élément est un minéral, même celui-ci ici en noir, c'est un minéral de quartz qui a cristallisé à la fin et qui a occupé tous les espaces restants. Cette expérience, vous la ferez ou vous l'avez déjà faite en enseignement scientifique SVT. Si on étudie le refroidissement rapide au contact de la glace, on a cette structure toute irisée, jolie qui se forme. Si on a un refroidissement lent, eh bien on a des cristaux qui se forment, ce cristal bleu, ce cristal orange, ici un autre un petit peu plus bigarré. On revient sur ce schéma, donc vous devez avoir aussi ce schéma dans votre cours. Et accompagné de la notion 37, le magmatisme à l'aplomb des dorsales s'explique par la décompression du manteau. Et ceci va nous amener à nous interroger maintenant sur le devenir de la nouvelle lithosphère en petit 3. Tout d'abord, on va parler d'hydrothermalisme. Vous vous souvenez, les fumeurs noirs là qu'on a vu dans le sujet géosciences, et l'évolution de la lithosphère. Alors on observe ici, grâce à un sous-marin genre Nautile, une fissure du plancher océanique qui est en lien avec l'étirement dû à la divergence. Ces fractures peuvent être très larges, très profondes. On peut noter que la fracturation des roches de part et d'autre de la dorsale, par des failles normales, je vous rappelle, facilite la pénétration de l'eau. On est sous un océan, dans la croûte, qui donne notamment ces cheminées de poussière de roches pulvérisées avec l'eau, expulsées avec l'eau. Donc les preuves sont les cheminées hydrothermales, encore appelées fumeurs noirs. On a ici les compositions chimiques de la péridotite et de la serpentinite. Alors vous voyez que la serpentinite est plus pauvre en SiO2 que la péridotite. Elle a gagné un petit peu d'Al2O2. Elle est à peu près identique en fer, en manganèse, en magnésium, elle est un petit peu plus pauvre, un petit peu plus riche en CaO, un petit peu plus pauvre en Na2O. Et donc vous comprenez que dans les fumeurs noirs, eh bien on va avoir tous les éléments perdus par cette roche au contact de l'eau quand la péridotite se transforme en serpentinite. N'hésitez pas à noter ce que je dis, ne pas vous contenter des phrases écrites en bleu. Alors on a ici un filon d'amphibole qui recoupe notre roche, qui nous prouve que cet hydrothermalisme a modifié les roches à cause de cette eau. Donc cette eau entre en contact avec des minéraux sans eau, c'est-à-dire des minéraux qu'on appelle anhydres. On met un N pour que ce soit prononçable.
et provoquent leur transformation. C'est ce qu'on appelle du métamorphisme. Les minéraux anhydres deviennent des minéraux hydroxylés, c'est-à-dire que contiennent des ions OH-, qui vont entrer dans la structure cristalline. Ça, vous verrez en enseignement scientifique, où vous avez déjà vu. Donc, vous avez à la base les gabbros, que l'on connaît bien, avec des plagioclases et des pyroxènes, deux minéraux bien identifiables, plagioclase blanc, pyroxène sombre. Et les gabbros transformés vont contenir, en plus du plagioclase restant, de l'amphibole ou, s'ils sont plus transformés, de la chlorite et de l'amphibole, la chlorite étant un minéral vert que vous devrez identifier en TP. Alors, un gabbro métamorphisé, on n'appelle plus gabbro, mais métagabbro. Donc, je vous invite à prendre ce schéma en note, en notant gabbro transformé égale métagabbro, et en retenant en particulier cette composition chimique que vous devrez identifier expérimentalement par l'observation d'une lame mince. Ceci amène à la notion 40. La croûte océanique et les niveaux superficiels du manteau sont le siège d'une circulation d'eau qui modifie les minéraux. C'est le métamorphisme hydrothermal. Et on arrive, pour terminer cette vidéo, à ce qui se passe depuis les dorsales jusqu'aux plaines abyssales. Alors ici, on a les profondeurs moyennes, représentées par des triangles verts. Donc quand on part de la dorsale, on est vraiment au niveau d'une montagne. Et puis on va s'enfoncer jusqu'aux alentours de moins 6000 mètres. Plus la lithosphère océanique est âgée, alors on a des différences au niveau de l'océan Pacifique, Atlantique ou Indien, mais vous voyez que toutes se tiennent dans des valeurs voisines. Plus la lithosphère océanique est âgée, plus elle est épaisse et s'enfonce donc. Donc le plancher océanique va devenir plus profond au fur et à mesure qu'on s'écarte de la dorsale. Vous avez ici d'ailleurs la distance par rapport à la dorsale, l'âge qui est de plus en plus vieux au plus on s'écarte de la dorsale, et l'épaisseur du manteau qui, vous le voyez, est de plus en plus important, le manteau de la lithosphère. Par contre, l'épaisseur au niveau croûte reste le même. La densité, elle, augmente jusqu'à, vous voyez, un maximum où elle stagne. La densité de la lithosphère, par contre, elle est toujours constante. Et donc, quand la densité de la lithosphère va devenir plus importante que la densité de la sténosphère, eh bien, notre plaque océanique va tout simplement s'enfoncer dans le manteau. Ce sera le paragraphe suivant. Donc, la lithosphère océanique est principalement constituée de croûtes à l'axe de la dorsale, quasiment pas de manteau, à cause de la remontée de la sténosphère, et le manteau lithosphérique s'épaissit lors de son éloignement, abaissement de l'isotherme 1300, qui est la limite de la lithosphère. Voilà ce que vous avez sur le schéma. Alors, de la même façon, vous prenez ce schéma sans prendre la vue 3D, mais en prenant les épaisseurs. Et on arrive à la notion 39. La nouvelle lithosphère formée se refroidit en s'éloignant de l'axe et s'épaissit. Cet épaississement induit une augmentation de la densité de la lithosphère, ce qui nous amène à l'idée de cette lithosphère va s'enfoncer et comment elle va donner naissance à des reliefs. Ce sera l'objet du paragraphe suivant dans la vidéo 23. Merci de votre attention.